et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voix passive. Oui, aujourd'hui, je vais donc vous parler de la voix passive. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous avez rencontré, notamment si vous avez appris l'anglais à l'école. La voix passive, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, quand vous écoutez bien le nom, vous savez à peu près quand même de quoi ça va parler. Parce que le nom, je trouve, est très explicite vis-à-vis de ce de quoi on va parler aujourd'hui, vous allez voir. Donc on peut dire la voix passive, on peut appeler ça aussi tout simplement le passif, c'est vous qui voyez, vous savez, en linguistique, en grammaire, il y a plusieurs termes souvent pour désigner la même chose, comme à tout hasard, hein, par exemple, le présent be-ing, on peut l'appeler comme ça, on peut l'appeler le présent continu, voilà, il y a plein de façons de l'appeler, que ce soit autant en français qu'en anglais, donc ne vous inquiétez pas, si un coup je dis le passif et si une autre fois je dis la voix passive, ne vous en faites pas, c'est exactement la même chose, c'est juste que des fois quand je vous parle de certains sujets, bah forcément j'utilise un terme et puis l'autre parce que j'ai l'habitude de manipuler ces noms-là et du coup moi ça ne me choque plus si j'utilise l'un ou l'autre, même au sein d'une même vidéo. Donc la voix passive ou le passif va se construire avec l'auxiliaire be, donc attention là il ne s'agit plus vraiment du verbe mais de l'auxiliaire, suivi d'un verbe au participe passé. Voilà comment est construit la voix passive. Et la voix passive n'est pas seulement propre à l'anglais. Rassurez-vous, ça existe aussi en français. Par contre, il est vrai que les anglais en font beaucoup plus l'usage, dans certains contextes évidemment, par rapport à nous en français. Le passif ou la voix passive, c'est quelque chose que l'on peut retrouver autant avec des temps simples, comme le présent simple ou le prétérit simple, ou aussi avec des aspects, c'est-à-dire que vous pouvez très bien retrouver de la voix passive avec du présent BNG, du prétérit BNG, du present perfect, du past perfect, etc. etc. C'est pas propre à un temps ou à un aspect, c'est vraiment, vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle circonstance, et les aspects, eux, garderont leur valeur. On va le voir plus tard dans la vidéo, mais vous verrez que la voix passive ne va pas foncièrement changer le sens de la phrase si c'est utilisé avec un aspect. En tout cas, ça va pas changer le sens de l'aspect. La voix passive, c'est plus quelque chose qui est lié au point de vue, comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Quand je disais justement que la voix passive était plus utilisée en anglais qu'en français, vous allez le voir, je vous le signalerai le plus possible dans la vidéo quand je vous donnerai des exemples, mais c'est vrai que par exemple en français on va beaucoup plus utiliser le on qu'on dit impersonnel. Le on impersonnel, c'est quand on dit on m'a dit que il s'était passé ça hier, vous savez, c'est le on qui en fait ne concerne personne. C'est pour ça qu'il est impersonnel, c'est parce qu'il ne concerne personne concrètement dans la vraie vie. C'est un on neutre, si on peut dire ça comme ça. Alors en anglais, on a le one qui existe en ce sens. Vous allez pouvoir le retrouver dans des livres, des articles, ce que vous voulez, donc il existe. Ils ont aussi, si vous voulez, un on impersonnel aussi en anglais, mais les anglophones vont quand même plutôt privilégier la voix passive dans ce genre de phrase plutôt que d'utiliser le one à tout bout de champ. Ça existera, ce sera possible de s'en servir, mais faites attention à pas vous en servir de manière excessive. C'est quand même une façon de parler qui, je dirais, un petit peu formelle malgré tout et qu'on retrouve pas partout. Voilà, enfin moi je sais que c'est pas quelque chose que j'entends énormément et croyez-moi, je regarde et j'écoute tout ce qui est possible d'écouter en anglais. Donc première partie de cette vidéo, je vais vous parler des valeurs de la voix passive. Donc premièrement, ça va vous servir à mettre en valeur l'objet de l'action. Là, je vais vous donner un exemple, enfin même deux, mais en réalité la phrase veut dire la même chose, seulement je vais changer à chaque fois le point de vue pour que vous compreniez ce que c'est justement la voix passive. Donc, première phrase, thousands of viewers watched the film last night. Donc ici, thousands of viewers, c'est le sujet grammatical du verbe watch, au prétérit, donc avec le D à la fin. Ou si vous voulez même carrément de watched the film, même si the film c'est le complément du verbe watch, c'est un COD. Donc ici, on n'a pas du tout une phrase à la voix passive. On a une phrase, on peut dire ça comme ça, entre guillemets classique, donc comme vous les connaissez si bien. Donc vraiment très simple, on a le sujet, on a le verbe et on a le complément. Ni plus, ni moins. Donc là, thousands viewers, ils sont acteurs de l'action. C'est eux qui ont regardé le film last night. Donc ils n'ont pas, entre gros guillemets, subi ce qui est arrivé. Par contre, si je vous dis the film was watched by thousands of viewers last night. Là, nous avons ce qu'on appelle une phrase à la voix passive. Déjà, on va retrouver, comme je vous l'ai dit, la structure avec be et le verbe au participe passé avec was watched. Et pourquoi c'est à la voix passive? Parce que du coup, l'objet de l'action, ce qui a été regardé, c'est le film, mais là, au lieu de le mettre comme on l'a fait dans la première phrase, on va dire plutôt à la fin, en deuxième partie de phrase, on l'a mis à la place du sujet, donc en tête de phrase, ce qui fait que du coup, comme je vous l'ai dit, c'est le thème de cette partie, on a mis en valeur l'objet de la phrase.
Donc la voix passive, comme je vous l'ai dit, ça va vous servir pour les phrases avec les on impersonnels en français, mais, ça sert aussi si jamais vous souhaitez mettre l'objet de l'action en valeur. Donc en fait, dans ce genre de contexte, ça dépend vraiment ce que vous souhaitez mettre en valeur. Le fait qu'il y ait des milliers de téléspectateurs qui aient vu le film, ou alors que le film ait été vu par des milliers de téléspectateurs. Vous voyez? La phrase en soi veut dire exactement la même chose. Ce qu'on sait, c'est que le film a été regardé par des milliers de gens hier soir. Mais ce qui va changer, c'est le point de vue. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre plutôt en valeur les milliers de gens, ou on va mettre en valeur le film qui a été regardé par des milliers de gens? Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc ces deux phrases sont totalement correctes, les deux. Elles veulent dire en soi la même chose, seulement on a juste changé le point de vue et ce sur quoi on va focaliser en fait notre attention, donc soit les milliers de gens, soit le film. En fait, dans la deuxième phrase, on va dire que, et c'est ce qui se passe en fait à la voix passive, entre guillemets, on va dire que l'objet, qui est en position sujet du coup, subit l'action. Mais attention avec ce mot parce que c'est quelque chose qu'on a tendance, je sais, des fois à dire, en tout cas moi je l'ai appris comme ça à l'école, que le sujet, enfin que l'objet a subi l'action qui lui arrive à la voix passive. Sauf qu'il faut vraiment prendre ce mot subir entre gros guillemets parce que en soi le film, littéralement il peut pas subir le fait d'avoir été regardé par des milliers de gens. On est d'accord. Mais je vous le dis quand même parce que quand on débute un petit peu dans l'anglais et qu'on découvre la voix passive, ça peut aider à comprendre le point de vue. C'est-à-dire que effectivement, l'objet en question qui est mis en valeur en début de phrase et qui du coup est conjugué à la voix passive, il n'est pas acteur de ce qui arrive. C'est ça en fait qu'on veut vous dire quand on vous dit il subit l'action. C'est parce qu'en fait, ce qu'on a mis en avant dans la voix passive, c'est pas lui qui provoque ce qui arrive. C'est pas lui qui provoque l'action, c'est provoqué par quelque chose d'extérieur. Comme on va le voir plus tard dans la vidéo, soit on sait par qui c'est provoqué parce que c'est dit dans la phrase comme là avec les milliers de téléspectateurs, soit c'est quelque chose ou quelqu'un qui est évident aussi dans la phrase et on le soulignera pas forcément. Mais pour cet exemple-ci, effectivement le film ne s'est pas regardé tout seul, c'est pas lui qui a provoqué ça, c'est les gens qui ont décidé de regarder le film. Vous voyez où je veux en venir? Donc peut-être vous allez dire oh, mais c'est tiré par les cheveux, cette façon d'expliquer et tout, mais bon ça c'est la grammaire et la linguistique, des fois c'est toujours un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça en fait qu'on veut vous expliquer quand on veut vous dire que l'objet a subi l'action. En soi un film ne peut pas subir grand chose à part d'être regardé effectivement, ou détesté ou quoi que ce soit, mais c'est pas une personne, donc déjà ça fait un peu personnification d'un objet, bref. Mais c'est vraiment pour que vous compreniez que effectivement dans le terme subir, c'est juste le fait que l'objet, c'est pas lui qui provoque l'action, qui n'est pas acteur de ce qui arrive. Ensuite, la voix passive, justement ce qui va provoquer l'action, c'est ce qu'on appelle le complément d'agent, et ça c'est la deuxième sous-partie de ma première partie. Donc en gros, le complément d'agent, c'est le sujet. Attention, quand je dis sujet, dans la syntaxe, le sujet n'est pas à sa place de sujet dans la voix passive. Parce que normalement, le sujet, c'est celui justement qui va provoquer l'action, c'est celui qui va être directement en lien avec le verbe et qui va créer cette action, qui va être acteur du truc en fait. Sauf que dans la voix passive, ce sujet-là, c'est pas lui qui est mis en avant. C'est plutôt l'objet, on va dire. L'objet, quand je dis un objet, c'est pas forcément un objet genre une table. Hein. C'est en grammaire, un objet, ça peut être un humain, comme un animal, comme une lampe, ce que vous voulez. C'est juste l'objet, en fait, généralement, c'est ce qui suit le verbe. Quand on dit par exemple COD, c'est un complément d'objet direct. On parle pas toujours d'objet, hein. Voilà. Je vous remets ça en contexte parce que vous pouvez vous dire, attends, et du coup ça concerne pas les gens, enfin si, totalement. Mais voilà, le terme objet, c'est très générique, ça concerne tout ce qui vient après le verbe et qui en soi subit le verbe et l'action. Le sujet n'est pas en positionnement de sujet, donc c'est pour ça qu'on va l'appeler complément d'agent ou des fois juste agent. Voilà, vous pouvez rencontrer l'un ou l'autre, c'est à peu près la même chose, mais le nom complet c'est plutôt complément d'agent. Comme je vous l'ai dit précédemment, il arrive que ce complément d'agent ne soit pas explicitement cité dans la phrase à la voix passive. Et il peut y avoir différentes raisons à cela que je vais vous lister juste après. Donc la première raison, c'est parce qu'il n'est pas connu tout simplement, de l'énonciateur ou de la personne qui dit cette phrase. Par exemple, si je vous dis « My computer has been stolen », effectivement, mon ordinateur a été volé, on ne sait pas. En tout cas, à l'heure actuelle, on ne sait pas qui l'a volé. Donc c'est dans ce genre de cas de figure qu'on ne connaîtra pas le complément d'agent et que la voix passive va nous être très utile pour expliquer notre situation. Comme je vous l'avais dit, en français, la voix passive, dans certains contextes, se traduire par un « on », et ici, c'est justement le cas. En français, vous pouvez très bien dire hein, « Mon ordinateur a été volé », mais soyons honnêtes entre nous. Hein, entre vous et moi. Qui parle comme ça? Généralement en français on va plutôt dire on m'a volé mon ordinateur. Enfin moi je sais que personnellement j'ai un langage assez simple, je l'avoue, dans ma vie de courante tous les jours, mais je pense comme beaucoup de gens, mais je vais pas chercher des mots ultra compliqués, ultra sophistiqués, c'est pas mon genre, et moi je sais que dans ma vie courante je dis plutôt on m'a volé ci, il m'est arrivé ça, voilà. C'est beaucoup des formules impersonnelles, donc avec un on impersonnel plutôt que mon ordinateur a été volé. Même si c'est totalement correct, et vous pourriez le dire comme ça, mais
on va dire dans un français très courant, c'est dans ce genre de cas qu'on utilisera plutôt un on impersonnel. Deuxième raison pour laquelle on ne connaît pas un complément d'agent, c'est parce qu'il n'est pas important dans le contexte donné. Ça, souvent, ça va pouvoir se retrouver notamment dans les questions. Par exemple, si je vous demande « Have you been shown on your guitar ?» Là, on voit qu'effectivement, on n'a pas besoin de signaler le complément d'agent. En plus, c'est une question. D'autant plus que le complément d'agent ne sera pas forcément nécessaire. Là, de nouveau, en français, c'est le type de question où on va plutôt utiliser de nouveau le « on » plutôt que de dire la question de cette façon-là, en fait. Troisième raison pour laquelle on ne peut ne pas connaître le complément d'agent, c'est parce qu'il est évident. Donc par exemple, si je vous dis Joe Biden has been elected in 2020, on dirait pas comme ça qu'on a de la voix passive, mais c'est le cas parce que on a cette fameuse structure qui d'ailleurs là est couplée avec du present perfect, avec le be qui est toujours auxiliaire, et le verbe au participe passé avec elected. La seule chose qui change par rapport aux phrases d'avant, c'est que voilà, on a du present perfect, avec l'auxiliaire avoir juste avant. Là, ici, on n'a pas le complément d'agent, mais il est évident que le complément d'agent dans cette phrase serait les électeurs. Je vais pas rentrer dans le système de vote aux États-Unis qui est différent du nôtre, mais voilà, dans ce type de phrase, c'est pas explicite qui a élu Joe Biden, mais ça l'est quand même, même si on le sait pas, même si c'est pas dit dans la phrase, parce que c'est le genre de contexte où clairement, on sait quoi, on sait tout à fait qui a voté quoi. Quatrième et dernière raison pour laquelle on peut ne pas connaître le complément d'agent, c'est parce que l'énonciateur ou du coup vous-même, vous ne pouvez pas ou ne voulez pas le mentionner, tout simplement. Alors ça, ce cas de figure-là, peut-être ça vous paraît un peu bizarre, c'est simplement quelque chose qu'on va retrouver quand même pas mal dans le langage journalistique. Par exemple, il ne sera pas impossible dans certains journaux, magazines, de retrouver des phrases du type « Government is expected to pass the law ». Donc là, on voit que de nouveau, on a la voix passive avec le be auxiliaire plus le verbe au participe passé, donc is expected, donc be expect au participe passé. Donc là, même si le gouvernement n'est pas acteur de l'action, n'est pas acteur du verbe, c'est attendu évidemment par soit le reste du gouvernement, parce que voilà, c'est pas tout le monde qui décide forcément des lois, donc soit c'est attendu par le reste du gouvernement, et notamment aussi par les gens. C'est pour ça que ça va être très fréquent dans les journaux, les magazines, les articles, etc. Parce que généralement, dans ce genre de langage-là, c'est très raccourci, on veut aller vite, surtout s'il s'agit d'un titre. D'ailleurs, s'il s'agit d'un titre, les journalistes vont avoir tendance à enlever l'auxiliaire et juste mettre par exemple Government expected to pass the law. Et c'est très correct, mais c'est quand même très réservé à la langue journalistique, donc si jamais vous avez un devoir à rendre, etc., sauf si le thème c'est faire un magazine, etc., faites attention de toujours quand même bien mettre l'auxiliaire parce que c'est pas bon pour tous les contextes. Voilà, c'est vraiment très lié aux journaux, aux magazines et aux journalistes. Du coup, après vous avoir dit tout ça, vous devez vous demander qu'au final, on sait pas toujours ni tout le temps qui est le complément d'agent. Mais en même temps, c'est logique parce que ce qui est mis en avant tout, c'est l'objet de l'action. Donc, comme je vous l'ai dit, celui ou celle qui subit l'action entre guillemets, donc finalement le complément d'agent est beaucoup moins important que si il était resté à sa place de sujet. Et du coup, si dans votre phrase vous voulez quand même expliciter qui est l'agent, parce qu'il y a des contextes où ça va être quand même nécessaire, il va falloir, comme on l'a vu dans les deux premières phrases avec le film et les milliers de gens qui regardent, utiliser la préposition by. Ça va être vraiment important pour que vous puissiez introduire ce complément d'agent. Ensuite, troisième petite sous-partie de cette grande partie, je vais vous parler du passif couplé au be ing, que ce soit au présent ou au passé. Donc comme je vous l'ai dit, ça va pas changer fondamentalement le sens ni la valeur des aspects. C'est pour ça que quand vous allez l'utiliser avec du présent ou du prétérit be ing, il y aura toujours cette valeur en cours. En fait, si vous voulez, la voix passive ne va pas changer grand chose en fait dans la valeur de base des auxiliaires, des aspects, des temps. Juste ça va changer le point de vue. Mais sinon, au niveau des aspects, ça ne change absolument rien. Par exemple, vous pourriez très bien dire Our living room is being redecorated. Là, clairement, de nouveau, vous pourriez utiliser le on, mais là, le on, il sera quand même pas impersonnel parce que ça parle de votre salon. Donc, vous pouvez utiliser soit nous, soit on. Mais là, du coup, ça sera pas impersonnel. Mais vous pourriez très bien dire en français on est en train de redécorer notre salon. Vous pourriez dire notre salon est en train d'être redécoré, mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est moins naturel dans ce genre de cas en français. Et avec le prétérit be ing, ça pourrait vous servir dans des phrases du type Our living room was being redecorated when Tom broke the window. Donc là j'ai repris la même phrase et j'ai juste ajouté quelque chose à la fin pour contraster, et ça doit vous rappeler peut-être ce qu'on avait vu dans la vidéo avec le prétérit be ing. Vidéo que vous avez accueilli merveilleusement bien, c'est ma vidéo la plus vue d'ailleurs. Je laisse ça au passage, mais je savais pas que le prétérit be ing était un sérieux problème pour beaucoup de gens parce que elle est pas loin des 2000 vues. Alors c'est pas grand chose dans le YouTube game, on est d'accord, mais à l'échelle de tout le reste sur ma chaîne, c'est énorme, donc merci beaucoup. C'est avec plaisir que je vous aide avec cette vidéo parce que j'ai quand même toujours des commentaires, malgré le fait qu'elle soit sortie il y a presque 1 an et demi je pense, donc écoutez. Tant mieux si elle vous sert, j'espère que cette vidéo vous servira aussi du coup.
parenthèse fermée. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des verbes à double complément. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre un exemple et vous expliquer tout ça. Donc si je vous dis Tom offered Lisa a John's Green novel. Donc là, vous avez vu qu'avec cette phrase, on a double complément. Donc le premier complément, c'est Lisa, parce que c'est juste après le verbe offered. C'est Tom qui offre à Lisa. Et Lisa, donc, c'est un complément, c'est le COD. Et après Lisa, vous avez le deuxième complément, qui est a John Green's novel. Là, vous avez votre deuxième complément. Donc vous en avez deux. Avec cette phrase-là, qui est là écrite pas du tout à la voix passive, vous aurez deux façons justement de la mettre à la voix passive quand il y a justement double complément. Soit vous allez mettre Lisa, le premier complément, en valeur avec la voix passive et donc dire Lisa has been offered by Tom a John's Green book. Ou vous enlevez le by Tom et juste Lisa has been offered a John Green's novel. J'ai dit book, novel. Soit vous allez mettre le cadeau en valeur, donc le cadeau qui a été fait à Lisa, et vous direz John Green's novel has been offered to Lisa. Donc les deux sont possibles, mais il est important de savoir quand même que ça sera plus Lisa qu'on mettra en avant dans le langage courant que le cadeau en lui-même. Mais, c'est possible, ça existe. Donc là, je pense que pour choisir, ça sera là où vous allez vous demander lequel choisir. C'est plus si limite vous êtes un écrivain ou quelqu'un qui essaye de donner un effet de style aussi à votre phrase. Mais dans la vie courante, ce sera plus Lisa qui sera mis en avant que John Green's novel. Sûrement parce que c'est le deuxième complément et que du coup il vient un petit peu en arrière-plan. Vous avez certains verbes, je vais pas vous faire une liste non plus, mais vous avez certains verbes qui sont forcément à double complément et pour ces verbes-là, vous allez avoir notamment besoin de la préposition for. Parmi ces verbes, vous avez par exemple cook, find, order, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ce sont des verbes qui ne peuvent être utilisés que à la forme passive. Voilà, il y a des verbes comme ça qu'on va retrouver exclusivement, quasiment, à la forme passive. Troisième partie de cette vidéo, je vais vous parler de make et des verbes de perception à la voix passive. Donc le verbe make à la voix passive, on le retrouvera avec la préposition to juste après. Donc si je vous dis she made us work, là vous avez un énoncé à la voix active. Donc voilà, l'inverse de la voix passive. Donc quand on a un énoncé, on va dire classique, c'est un énoncé à la voix active. Mais si je passe cet énoncé à la voix passive, ça donnera we're made to work. Donc ce n'est pas la même chose. Et ça sera pareil avec les verbes de perception du coup. Donc les verbes de perception, je vous rappelle, c'est tout ce qui est lié à la vue, à l'ouïe, au goût, aux senteurs, donc c'est ce genre de choses. See, hear, taste. Et je pourrais très bien vous dire dans un énoncé actif, They saw him in a pub yesterday. Mais si je le passe à la voix passive, ça donnera He has been seen in a pub yesterday. Donc voilà en gros ce que ça donne avec les verbes de perception à la voix passive. Quatrième et dernière partie de cette vidéo, je vais vous parler de get qui devient auxiliaire justement à la voix passive. Donc get, quand il n'est pas à la voix passive, c'est un verbe lexical tout simple qui signifie devenir. Notamment quand il est suivi d'un adjectif ou d'un verbe au participe passé, qui a une fonction adjectivale. Par exemple, je pourrais très bien vous dire I'm getting crazy, donc ça veut dire je deviens fou. Par contre, à la voix passive justement, il devient auxiliaire, donc il n'a plus le même rôle. C'est plus un verbe, il veut plus dire devenir. Et généralement, il signale le passage d'un état à un autre. Donc en fait, on a une espèce de transformation quand on utilise get à la voix passive et qu'il est auxiliaire. Alors après, il faut savoir quelque chose par rapport à ça, c'est que get à la voix passive, c'est quelque chose que vous allez retrouver surtout à l'oral. Donc à l'écrit, oui, ça sera possible, mais justement, quand il s'agit de textos, à la limite d'emails envers de la famille ou des amis. Mais si vous voulez, par exemple, dans les trucs un peu plus formels, notamment à l'école ou dans les courriers administratifs, etc., on l'utilisera plus en tant qu'auxiliaire à la voix passive, parce que ça sera considéré comme un peu familier, on va dire. Mais dans le langage courant, si vous écoutez bien, c'est quelque chose que vous allez retrouver très souvent, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est très oral, justement. Donc l'action qui va être décrite justement à la voix passive avec get, c'est souvent une action qu'on va dire un peu fortuite, quoi. Par exemple, vous pourriez très bien dire They got arrested. Donc ça, voilà, c'est typiquement le genre de phrase que vous pouvez retrouver à l'oral. Par contre, il faut savoir que si c'est une action qui a été planifiée sur le long terme, donc que ce soit sur le long terme mental ou personnel ou officiel, etc., on ne pourra pas retrouver get en tant qu'auxiliaire à la voix passive, ça sera pas possible du tout. Par exemple, je pourrais très bien vous dire This school was built in the 50s, mais je pourrais pas vous dire This school got built in the 50s. Ça, c'est impossible. Même à l'oral, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur mes réseaux. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais à tous de gros bisous.
et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!